Voilà, alors donc, à nouveau, donc avec Florence, on a souhaité vous parler un petit peu des sujets qui fâchent avec le Méopa, parce que c'est vrai qu'on a remarqué depuis un certain nombre d'années, il y a une réputation de ce produit qui se fait à travers différents problèmes. Et donc, on va vous exposer, dans un premier temps, les problèmes, les sujets qui fâchent, et dans un deuxième temps, des petites solutions pratiques avec du matériel. Alors, je tiens simplement à donner mon lien d'intérêt. Vous avez pu le constater, il y a des industriels qui s'occupent du Méopa dans la salle, et je suis membre de l'association qui organise le congrès, donc c'est mon lien d'intérêt sur cette intervention. Alors, vous connaissez le Méopa, qui est devenu un produit de référence en matière de douleurs provoquées par les soins, parce que c'est un produit qui est facile à utiliser, avec un délai d'action très court, qui donne une anxiolyse vraiment très intéressante, comme vous avez pu le voir sur les précédentes interventions. Et il est de plus en plus utilisé. Alors chez l'enfant, maintenant c'est quasiment généralisé. Chez le sujet âgé, peut-être ça pourrait se développer encore, mais on a quand même des retours d'expérience très intéressants. Et chez l'adulte, où il y a pas mal d'indications, en particulier sur les maladies chroniques, je pense au cancer en particulier, tous les soins répétés, les pansements. Sauf qu'effectivement, depuis un bout de temps, on entend beaucoup parler de problèmes avec le principe actif du Méopa, qui est le protoxyde d'azote. Alors, vous avez vu qu'à partir du système pour faire de la chantilly, on peut utiliser des petites bombes. Vous connaissez tout ça. Donc, c'est gonflé dans des ballons de baudruche et utilisé de façon récréative dans les fêtes. Vous voyez qu'on peut même trouver des bombes d'un format beaucoup plus respectable. Ça jonche le sol. Donc c'est un vrai problème parce qu'il y a eu effectivement beaucoup d'accidents et des morts, y compris vous trouvez sur YouTube. Là, je vous ai mis un exemple, mais c'est pas le seul. Vous trouvez des reportages. Là, la télévision s'en est fait l'écho. Et c'est vrai que on est allé vers l'interdiction de la vente aux mineurs depuis le 1er juin 2021 pour empêcher finalement la vente de cette drogue qui est en vente libre aux mineurs pour essayer de contrôler un peu cette addiction. Mais bon, ça pose des soucis parce qu'effectivement, nous, le Méopa qu'on utilise dans un cadre médical a le même principe actif. Et vous allez voir que la réputation du médicament est un petit peu entachée par cette problématique addictive. D'ailleurs, Daniel Hannequin, qui a été le responsable du CNRD et avec lequel on a beaucoup milité nous, pour l'utilisation du Méopa dans la douleur provoquée par les soins, c'est même fendu d'une tribune dans Le Monde pour expliquer qu'il ne fallait pas confondre les deux. Et pourtant, c'est quand même ce qui arrive, parce que, si vous voulez, pour des gens qui militent pour le Méopa comme nous, voir des bulletins d'addictovigilance qui expliquent que le protoxyde d'azote, c'est un gaz de statut et les mêmes risques, ça coince un petit peu. On a du mal. On avait même fait, vous voyez ici en bas de la diapo, il y avait le quotidien du médecin qui avait fait un article en ligne au moment où cette fameuse loi devait être votée par le Sénat. Et pour illustrer que les sénateurs souhaitaient interdire la vente du protoxyde d'azote aux mineurs, qu'est-ce qu'on mettait comme photo? Une bouteille de Méopa devant un service d'urgence. Alors, on a fait un communiqué de presse. Le site a même modifié l'illustration. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu embêtés parce que nous, on trouvait déjà que le Méopa n'était pas suffisamment utilisé et que s'il y avait bien un problème avec le Méopa, c'était sa sous-utilisation lors de la douleur des soins. Et pourtant, vous voyez qu'en 2020, puisque le protoxyde d'azote fait l'objet d'une surveillance d'addictovigilance nationale, le CEIP de Nantes, qui collige tous les cas, explique bien dans ses conclusions de 2020 que le protoxyde d'azote à usage médical n'est pas mentionné dans les cas reçus. Voilà. Et donc, on va bien voir le distinguo entre l'usage qui, en effet, de façon addictive avec un produit en vente libre ne peut pas être le même que l'usage qu'on en fait avec un mélange fixe à l'hôpital et après prescription. Voilà. Et effectivement, tous les cas de toxicité vraiment très importants qu'on rencontre dans la majeure partie, on a des soucis effectivement avec quelques soins répétitifs des patients fragiles, des nutris, mais ça fait pas la majorité. Mais ce sont surtout des gens qui consomment des quantités de protoxyde d'azote pur qui sont hors de proportion avec ce qu'on donne à nos patients. Et donc le processus de toxicité du protoxyde d'azote sur la vitamine B12 que vous connaissez, voilà, s'exerce surtout dans ces conditions-là.
Alors il y a un autre sujet qui fâche avec le protoxyde d'azote, et on en entend beaucoup parler actuellement, c'est les problématiques climatologiques avec l'effet de serre, puisque le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Il détruit la couche d'ozone aussi. Il a une activité de réchauffement qui est 300 fois celle d'une même quantité de dioxyde de carbone. Et effectivement, quand on utilise du méopa ou du protoxyde d'azote dans un hôpital, après, ça part dans l'atmosphère, et on pourrait s'inquiéter de la contribution du protoxyde d'azote médical à l'effet de serre par le biais de ces émanations. Alors là, c'est un diagramme simplifié que j'ai extrait d'un site internet qui s'appelle Global Carbon Project. Le schéma en question a été repris par un article de Nature, hein, c'est très sérieux. Vous aurez dans le texte toutes les références bibliographiques qui sont là-dessus. Et nous, on se situerait, notre protoxyde d'azote médical, il serait dans Fossil Fuel and Industry, là, la troisième flèche orange. Mais vous voyez, il n'est même pas cité. D'ailleurs, quand on regarde la bibliographie, c'est très difficile d'obtenir des chiffres vraiment précis sur la contribution du protoxyde d'azote médical à l'effet de serre. Bon, on a un chiffre assez bas là dans un article de 2021 qui dit qu'aux États-Unis, le protoxyde d'azote médical serait pour 0,1% de sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même très très faible. Et puis surtout, vous voyez que le protoxyde d'azote, il y a une grande partie qui est créée naturellement par les terres, vous voyez la grosse flèche verte qui monte là, et puis par les océans, parce que il y a dans le cycle naturel de l'azote, il y a ce qu'on appelle des processus de dénitrification. Alors je ne vous expliquerai pas ça plus en détail, c'est pas du tout ma spécialité, mais vous voyez en rouge là, ça produit dans la chaîne de réaction qui se fait dans le sol, les nitrates finissent par être dégradés en protoxyde d'azote qui part dans l'atmosphère, et le fait d'utiliser des nitrates, et en particulier des nitrates dans l'agriculture intensive que vous connaissez actuellement, est très fortement responsable de l'augmentation du protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Ça a triplé, ça n'a pas triplé, ça a triplé, ça a augmenté de 50% depuis 3 siècles, et en particulier une accélération dans les 50 dernières années pour laquelle l'agriculture intensive est responsable. Vous comprenez bien que même s'il y a une démarche internationale d'écologisation des salles d'opération qui est menée en France par l'ASFAR, mais c'est un mouvement international qui, à mon avis, est souhaitable, hein, qui cherche à éviter qu'il y ait du gaspillage, des fuites et des émanations indues dans l'atmosphère. Donc je pense qu'il faut poursuivre ça. Même s'il y a un effet collatéral plutôt négatif sur le méopa, puisque du coup on accuse le méopa d'être responsable de pollution, mais vous voyez bien que par rapport aux émanations liées à l'agriculture, c'est vraiment hors de proportion, et surtout celle de l'agriculture ne risque pas de diminuer puisqu'on a encore besoin de manger, et vous savez bien que l'agriculture continuera de mettre des engrais en terre. Alors il s'est passé deux choses ces dernières années. En 2019, l'INRS, hein, ce qui a été, on va dire, saisi par des caisses de retraite et de santé au travail, s'est intéressé au troisième problème qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'exposition professionnelle au protoxyde d'azote. Et ça, on va développer ce point-là maintenant, puisqu'il y a des signaux d'alerte qui sont qualifiés de forts en matière de fertilité. Alors même si la bibliographie peut être un petit peu biaisée et qu'on peut en penser différentes choses, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des sujets d'inquiétude autour de ça, et qu'il y a une politique qui commence à se mettre en place pour limiter l'exposition des soignants au protoxyde d'azote. Et là, dans cette expérience rennaise, sur cet article de 2019, il y a eu des mesures qui ont été faites avec différentes configurations de matériel utilisé pour donner du méopa, principalement dans des services de soins pédiatriques et de dentisterie, avec des mesures d'exposition qui étaient faites. On a d'ailleurs révisé les méthodes de dosage, mais qui étaient faites, portées par le soignant qui s'occupait des enfants au niveau des voies respiratoires. Et donc on a mesuré, pondéré sur le temps, on a mesuré l'exposition, la concentration du protoxyde d'azote dans la salle au moment du soin, en prenant une valeur de référence un petit peu au hasard, parce qu'effectivement, c'était pas complètement au hasard, mais enfin, si vous voulez, il y avait rien d'autre qu'une circulaire de 85 qui était une valeur plafond qu'on ne devait pas dépasser de 45 mg par mètre cube. Mais c'est cette valeur qui a été choisie
en l'absence pourtant de valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures, c'est-à-dire sur une durée de travail à cette époque-là. Le deuxième événement, c'est qu'en 2022, donc assez récemment, à la suite d'un partenariat avec le ministère du Travail, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité en santé, a réuni un comité d'experts qui a réfléchi, à partir de la bibliographie, à justement déterminer une valeur de limite d'exposition professionnelle sur laquelle on pourrait s'appuyer. Alors, cet organisme d'experts a donc réfléchi sur une valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures et sur une valeur limite à court terme, c'est-à-dire une valeur en pic. Alors j'ai essayé, bon je ne suis pas du tout toxicologue, ce qui veut dire que s'il y a un spécialiste dans la salle, il pourra tout à fait critiquer ce diagramme que j'ai essayé de reconstituer, au moins pour faire comprendre que, vous voyez, les courbes, ce seraient les variations de concentration de protoxyde d'azote dans la salle, et on définirait la valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures comme la valeur moyenne dans le temps. Alors même si ça dépasse par moment ou que c'est inférieur, on pourrait avoir cette valeur moyenne. La valeur plafond tout en haut, c'est celle qu'il ne faut jamais dépasser. Alors pour l'instant, la seule circulaire qu'on a, c'est pour le bloc opératoire, à 45 mg par mètre cube, c'est très restrictif. Et puis la VLCT, ce serait une valeur obtenue sur un pic de concentration pendant les 15 minutes du pic de concentration maximum. Voilà. Et donc ce comité d'experts a statué et a trouvé, et ça tombe bien par rapport à la publication antérieure de 2019, a trouvé une VLEP sur 8 heures de 45 mg par mètre cube et une VLCT de 225 mg par mètre cube. Alors nous, ce qu'on a fait avec Florence, c'est qu'on a regardé les différentes configurations de matériel que l'article de l'INRS proposait et pour essayer de savoir lesquelles nous mettaient dans les clous pour ces valeurs-là. Et Florence va vous exposer les différentes configurations. Je vous passe la parole. Voilà, donc je tiens à préciser qu'on a exclusivement remis en présentation les montages qui ont été expérimentés et qui ont été donc enregistrés au niveau des capteurs. Voilà, en sachant qu'il existe différents montages. Le principal montage que tout le monde connaît, c'est celui avec le ballon de réserve. Et le deuxième façon d'administrer, on va voir, c'est avec la valve à la demande. Les autres en dentaire, on laissera complètement ça de côté pour le moment, puisque ça ne faisait pas partie de l'étude en question. Alors, le montage, c'est là ? D'accord, ok. Donc, le montage classique, avec la bouteille de Méopa, le ballon de réserve avec sa valve unidirectionnelle, donc c'est ce qu'on appelle le dispositif classique. On rajoute le filtre antibactérien seulement si le dispositif est à usage multiple. On n'a pas besoin de le mettre en cadre de dispositif à usage unique. Le masque, celui qui est le plus fréquemment répandu jusqu'à présent, à savoir un masque à simple enveloppe. Le tuyau d'évacuation des gaz expirés qu'habituellement on va mettre à la fenêtre de façon à évacuer vers l'extérieur de la pièce de soins les gaz expirés. Et donc, du coup, celui-ci, qui est le plus classiquement utilisé, n'a pas été testé dans l'étude, je le signale. Donc voilà, donc on va passer au montage, le premier montage qui a été évalué en termes, je le rappelle, de concentration de protoxyde d'azote dans la pièce de soins et donc éventuellement respiré par les soignants administrant le Méopa. Donc le premier montage, c'est le montage classique, mais sans tuyau d'évacuation. Et les gaz expirés, donc, on va le voir. Et donc, on a constaté qu'il y avait des fuites, en sachant que les fuites se situent, 1, au niveau du masque, et 2, au niveau de la sortie de la valve unidirectionnelle, immédiatement après cette valve. N'a pas été pris en considération lors de cette étude la présence ou non de fenêtres ouvrantes ou non, ou de VMC permettant de nettoyer l'environnement de la pièce de soins. Donc on n'a pas pu connaître l'impact de ces évacuations. Cela dit, les concentrations en protoxyde d'azote sur ce montage-là ont été relevées à minima de 17 mg par mètre cube et au maximum à 4500 mg par mètre cube.
avec une médiane de 595 mg par mètre cube, ce qui est bien au-dessus de cette norme de 45 mg par mètre cube, valeur qu'on a pris en considération. Deuxième montage évalué, donc la bouteille, le dispositif classique ballon, le filtre en fonction, le masque et du coup là un tuyau d'évacuation. Et ils ont rajouté sur ce dispositif, dans les services qui ont été évalués, la connexion de ce tuyau d'évacuation des gaz expirés avec une prise Sega qui, elle, est un système d'évacuation des gaz d'anesthésie et qui, elle, a un débit d'aspiration, et c'est important de le noter, de 4,5 à 6 litres par minute, donc relativement faible, mais suffisamment pour évacuer les gaz évacués par cette partie du dispositif. Donc, il nous restait donc à évaluer les pertes effectuées au niveau du masque à simple enveloppe. Là, les relevés ont été faits de protoxyde d'azote dans la pièce avec une médiane de 400 mg par mètre cube, ce qui est quand même inférieur au précédent dispositif, en sachant qu'il y avait quand même une grande variabilité dans les durées de soins avec ce dispositif-là. Troisième dispositif évalué, donc la bouteille de Méopa. Cette fois-ci, on utilise la valve à la demande, munie de son filtre antibactérien, du masque à simple enveloppe et d'un tuyau d'évacuation des gaz expirés. À ce moment-là, on connecte le tuyau d'évacuation à la prise Sega et on peut constater que les échappements sur le circuit se situent en grande partie et majoritairement au niveau du masque à simple enveloppe. Les concentrations qui ont été relevées dans ce cas de figure, là, les soins qui étaient enregistrés étaient de durée un petit peu plus longue, de 12 à 38 minutes, et le protoxyde d'azote enregistré donnait une médiane quand même encore à 485 mg par mètre cube, à savoir qu'on était encore supérieur à la norme de référence. Quatrième dispositif testé, donc la valve à la demande, le masque, le filtre. Et là, pas de tuyau d'évacuation et pas de prise Sega d'aspiration des gaz expirés. Et donc on renote à nouveau des pertes au niveau du masque et des pertes au niveau de l'expiration de Méopa. Là, il y a beaucoup de variables concernant la durée des administrations. Et l'étude ne fait pas ressortir de médiane, mais on notait sur un prélèvement un minimum à 39 mg par mètre cube et un maximum de 3900 mg par mètre cube, chiffres qui sont encore bien supérieurs aux normes de référence. Cinquième montage évalué dans les administrations de Méopa. Donc on a là, par contre, on utilise le masque à double enveloppe. Un masque à double enveloppe avec un tuyau de récupération des fuites au masque, une aspiration dédiée qui, elle, a un débit d'aspiration supérieur à 600 litres minute. Donc c'est vraiment de l'extraction de gaz récupéré. Voilà, on voit donc l'emplacement des fuites et le mode de récupération. Donc c'est un masque à double enveloppe, un intérieur souple et une espèce de coque plus rigide. Et les gaz sont donc aspirés à chaque fuite ventilatoire vers ce dispositif d'extraction. Après le bloc d'extraction, les gaz sont évacués vers l'extérieur. Et là, on retrouve des concentrations en protoxyde d'azote plus intéressantes, dans le sens où la minimum enregistrée se situe à 1,7 mg par mètre cube et un maximum à 57 mg par mètre cube. Et ça, c'était relevé sur une administration lorsqu'il y a eu une purge de la valve à la demande qui a donné un jet de Méopa dans l'atmosphère. Et par contre, la médiane qui a été relevée était de 14,5 mg par mètre cube. Et nous sommes en dessous
des normes de référence. Dernier dispositif testé, on revient sur un système à ballon classique, donc avec un tuyau d'évacuation dirigé ou vers une Sega ou vers une fenêtre, donc vers l'extérieur en dehors de la zone d'administration directe du méopa, à savoir à la tête du patient. Et là, un tuyau, donc voilà. Et donc, on a ajouté un masque à double enveloppe avec son dispositif d'aspiration, le moteur et l'évacuation en dehors de la pièce. Et donc, du coup, là, on a réussi à recapter les gaz s'échappant au niveau du masque. Les concentrations en protoxyde d'azote sur ce montage-là ont été relevées avec un minimum de 8,4 mg par mètre cube et un maximum de 30 mg par mètre cube. Je te laisse la parole pour ce graphique. Voilà, donc alors, il y a un petit récapitulatif de cette étude. Vous voyez les différents types de montage. Le 3 et le 4 ont été rassemblés. Et vous voyez que globalement, avec cette limite de 45, qui est la ligne rouge, vous avez les deux montages qui prennent en compte un masque à double enveloppe avec récupération des fuites au niveau du masque, nous permettent de globalement être en dessous de cette limite. Donc l'article souligne l'intérêt du masque à double enveloppe avec la récupération. Alors, avec Florence, on s'est amusé à imaginer un montage qui serait idéal, qu'on pourrait évaluer, parce qu'effectivement, tous les montages n'ont pas été évalués. Pardon, oui. Tous les montages n'ont pas été évalués. Alors, on n'a pas pris en compte dans cette étude non plus la possibilité de détruire le N2O, parce que finalement, ce protoxyde d'azote, dans tous les montages qu'on vous a montrés, il finit dans l'atmosphère quand même. Donc, au plan environnemental, au général, le problème est le même. Mais par contre, il s'agit de diminuer la concentration au niveau du local. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le protoxyde d'azote est un puissant gaz à effet de serre. Que les sources d'origine médicale sont comparativement faibles. Qu'il n'y a pas d'alternative au méopa d'efficacité comparable pour la douleur provoquée par les soins. Et donc qu'il est quand même pertinent et indispensable d'éviter les fuites et le gaspillage. Qu'une VLEP sur 8 heures a été déterminée et sa valeur n'est pour l'instant pas légalement contraignante. Peut-être que ça le sera un jour, donc il faut s'y préparer. Et que l'exposition des soignants peut être évitée. Le masque à double enveloppe est efficace pour réduire la pollution du local. Et toutes les configurations, comme on vient de le voir, n'ont pas été évaluées. Peut-être que vous ferez ça dans vos services. En l'absence de destruction du protoxyde d'azote, donc on se retrouve avec un rejet vers l'extérieur. Mais finalement... Pour prévenir et soulager la douleur provoquée par les soins, qui est un enjeu prioritaire dans la pratique quotidienne. Le méopa a toujours beaucoup d'indications. Les matériels et techniques limitant les pollutions des locaux existent et doivent être rendus disponibles. Et le contrôle de l'exposition professionnelle au protoxyde d'azote devrait permettre de limiter les résistances à l'utilisation de ce produit qui est très utile et que nous vous recommandons. Merci pour votre attention. Je précise juste que j'ai apporté le matériel.